Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de l'investissement dans les méga-tendances en regardant de près comment cela se passe pour un investissement pendant, avant et après, lorsque l'on l'a réalisé avec nos équipes de Amundi Private Equity Funds. Pour cela, nous avons invité aujourd'hui Marc Taïeb. Bonjour Marc. Bonjour. Et Marc est le président-directeur général de la société WeFirst, qui est un leader du Wi-Fi connecté avec un apport de services ajoutés lors de ces connexions et qui apporte également la couverture maximale pour couvrir le plus possible les connexions dont ont besoin tout à chacun. Et Stanislas Cuny. Stanislas, bonjour. Bonjour Bruno. Stanislas est le directeur général délégué d'Amundi Private Equity Funds et en l'occurrence, il est le pilote des opérations sur tous les méga-tendances dans notre groupe. Pour cela et pour commencer tout de suite, sans transition, Marc, pour WeFirst, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales étapes de votre développement? Alors, WeFirst, c'est une société qui a été créée il y a quand même longtemps, en 2002, qui n'a jamais changé de stratégie, qui fait du Wi-Fi ultra haute qualité. On a démarré à l'époque où les ordinateurs n'avaient pas de Wi-Fi, il fallait mettre une carte. Et donc on a étudié un peu cette onde qu'on trouvait. On était dans un laboratoire initialement, on est sorti d'un laboratoire. Et puis on a d'abord développé des marchés de type étudiant qui étaient les plus demandeurs en bande passante. Et puis on s'est diversifié avec le temps. Et on est maintenant 200 personnes, on a plusieurs centaines de milliers de bornes qui sont opérées par WeFirst. Et le point principal, c'est que WeFirst, bon, c'est du Wi-Fi, mais c'est du Wi-Fi as a service. Ça veut dire du Wi-Fi où nous, on garantit la qualité de service. On ne vient pas poser une borne dans un faux plafond en laissant la borne se déliter avec le temps. Alors Stanislas, quel est ton rôle avec tes équipes en tant qu'acteur du private equity? Alors on est un des leaders du private equity en France. Notre métier, ça consiste à investir en capital dans les PME et ETI non cotées en croissance. On investit essentiellement dans des entreprises qui bénéficient de méga-tendances. Donc on a un focus thématique sur les entreprises qui bénéficient de méga-tendances. Nous sommes des investisseurs minoritaires, actifs, c'est-à-dire que nous siégeons au conseil d'administration des entreprises dans lesquelles nous sommes. Nous sommes au capital d'une cinquantaine d'entreprises en Europe. On gère à peu près 1 milliard d'euros et on investit entre 100 et 200 millions d'euros par an. Très bien. Tu viens de parler des méga-tendances, justement. En quelques mots, les 5 méga-tendances que vous identifiez, comment ça se constitue, ça se passe, comment vous sélectionnez? Alors, les méga-tendances, ce sont des forces qui sont en train de bouleverser l'économie mondiale. Ce sont des forces qui ont des durées de vie très longues et certaines entreprises savent en bénéficier. Ces forces, ces grandes forces, ce n'est pas nous qui avons inventé le concept, c'est les grands analystes de l'économie mondiale, sont la technologie, l'environnement, la globalisation, les changements sociétaux et la démographie. Ces forces sont en train comme je l'ai dit, de bouleverser l'économie mondiale et certains analystes comme McKinsey disent que l'impact de ces méga-tendances sur notre société est 3000 fois supérieur à celui de la dernière révolution industrielle. Donc ce que je peux comprendre, c'est toute chose égale par ailleurs, une société qui est dans les méga-tendances a plus de chances de sortir un résultat important et plus fort qu'une société qui n'en est pas pour la même activité. C'est une société qui est tirée par une force puissante et qui va être un levier de croissance fort pour celle-ci. Donc, ces méga-tendances sont durables, sont longues et donc sont acycliques, sont indépendants des cycles économiques. Donc c'est une très bonne idée en fait d'investir en private equity, on fait des investissements long terme sur des entreprises qui bénéficient de ces méga-tendances. Et ça se vérifie même dans le contexte actuel? Oui, les entreprises de notre portefeuille ont très bien traversé la crise. La valeur de notre portefeuille en 2020 a cru de 4,3%, bien que certains secteurs dans lesquels nous avons investi ont été touchés. On était actionnaire, par exemple, on est actionnaire toujours d'une entreprise qui fait du fitness. Les fitness est fermé, donc cette entreprise en a pâti fortement. Mais beaucoup d'autres entreprises dans notre portefeuille ont progressé fortement ou normalement pendant cette crise, qui fait que… Dont WeFirst. Dont WeFirst. WeFirst a très bien performé en création et en croissance à la fois du chiffre d'affaires et du résultat. Donc c'est une entreprise qui en 2020 a créé de la valeur. Notre portefeuille, je vous le rappelle, 4,2%, 4,3% de croissance sur 2020. Donc ça prouve que les méga-tendances ont servi d'amortisseur fort à cette crise et on est convaincu
que ces méga-tendances seront un driver de croissance très fort pour les entreprises en sortie de crise. Alors on va voir ça avec Marc justement et la société WeFirst. Si on creuse un petit peu, quels sont vos principaux axes de développement aujourd'hui? Alors déjà, il y a les axes passés qui expliquent le futur. Oui. On a commencé par les étudiants qui étaient la piste noire du Wi-Fi. C'est les étudiants, c'est des gens très exigeants, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent un super Wi-Fi et qui consomment 3-4 fois plus qu'un utilisateur normal. Et donc on a dû trouver une équation économique pour passer, et on a maintenant 500 000 étudiants qui sont couverts par WeFirst. Et puis après, on a rajouté une couche qui est la couche de la sécurité en travaillant avec la Défense, avec le ministère de la Défense, avec les armées. Et cette couche de sécurité était indispensable. Donc ça fait première couche qui était de qualité, deuxième couche qui était de sécurité. Et là arrive maintenant on s'est diversifié avec, par exemple, l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est Accor, hein, c'est le plus gros en France. Donc on a réussi à signer avec eux un contrat qui est récemment devenu européen. Ça doit être plus compliqué tout de suite, non? Ouais, non. Alors, paradoxalement, non. C'est pas plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une section achat qui est spécifique au groupe Accor et que le groupe Accor gère très bien. Les appels d'offres sont très longs, sont très compliqués. Mais en revanche, quand on sait faire un étudiant, on sait faire un homme d'affaires qui va dans un hôtel. Donc, toute cette partie, c'est pour ça que j'ai parlé du passé, nous a permis de nous renforcer pour faire le futur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a une vague qu'on attendait depuis longtemps, mais c'est on signe par exemple un Intermarché sur la totalité de ces magasins. On vient d'annoncer Noroto sur la totalité des magasins. Aujourd'hui, il y a une fusion entre le digital et le physique. Et une des étapes nécessaires, c'est que le Wi-Fi marche partout, tout le temps. Et nous, on fait attention à notre client, on est très axé sur le service client. Comment est-ce que le Wi-Fi marche? Pourquoi? Parce que notre propre client doit lui faire très attention à son propre client. Donc, il doit lui permettre de se connecter avec beaucoup de fluidité. Et y compris à l'étranger. J'ai compris que vous aviez une forme de monopole avec l'armée française pour les opérations extérieures. Oui, monopole, on a gagné l'appel d'offres. Et l'appel d'offres, c'est toutes les bases d'opérations extérieures de l'armée sont couvertes effectivement avec WeFirst, avec tous les degrés de sécurité qu'exige l'armée et leur rigueur. Et on en est très fiers de ce contrat parce qu'on sait que les militaires sur place peuvent parler avec leur famille régulièrement en FaceTime, etc. Donc on a vraiment apporté de la qualité. Et on reçoit, hier encore, on a recruté un militaire qui était un de nos clients et qui a dit « Vous m'avez tellement servi quand j'étais au Mali que maintenant que j'ai fini l'armée, je viens travailler chez vous. » Donc on a embauché hier. Donc il y a une vraie, en plus, dimension émotionnelle dans le service Wi-Fi. Les gens sont contents d'avoir un vrai service. Et c'est sans lien forcément avec notre contexte actuel, mais vous vous déployez également sur des établissements de santé? Oui, on commence les établissements de santé. Il y a deux problématiques. La première, c'est qu'on a commencé principalement quand le Covid a commencé, où les gens nous ont appelés au secours. Et donc, il y a des EHPAD qui étaient, je vous rappelle, isolés et où les gens voulaient voir leur famille. Donc, on a fait des déploiements alors incroyablement rapides et puis incroyablement délicats parce que pour déployer, il fallait ouvrir les portes, ne croiser personne. Donc, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et puis, ça plaît beaucoup, effectivement, la qualité. Alors le Wi-Fi, tout le monde comprend, c'est ce qu'on utilise sur notre tablette, notre téléphone ou notre télévision au besoin. Mais comment ça se passe pour gagner de l'argent en faisant du Wi-Fi finalement? En clair, quel est votre modèle économique? Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a pris un esprit dit éthique. Et ça a été la clé de la culture de cette société. On sert nos clients au mieux. On sert nos clients comme si c'était nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait un contrat, mettons 6 ans, on investit ce que nous on considère être nécessaire à la qualité et on lisse le revenu. Donc on fait une mensualité, un Wi-Fi as a service, et à la fin du contrat, on a remboursé nos investissements. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient nous voir, il tombe sur le meilleur prix. Donc il est quand même très content, il dit c'est marrant, c'est le meilleur du marché, il a le meilleur prix. Mais nous on attend, et le churn de notre société est à zéro, on attend à ce que les gens nous gardent. Et là, à ce moment-là, on rajoute des services et c'est à ce moment-là qu'on a un peu de marge. C'est pour ça que si vous regardez l'historique de WeFirst, les 15 premières années
était négative. Et on a maintenant un peu de queue de comète qui viennent des premiers contrats signés en 2005-2010. Et WeFirst, comment s'est-elle adaptée avec la crise sanitaire? Plus de télétravail? Oui, énormément de télétravail. On doit avoir 10 à 15% des gens qui viennent. Alors on a deux dimensions. Il y a la dimension sécurité où on ne veut pas que les gens viennent, on veut qu'ils se protègent. Et puis il y a la dimension sociale où il y a des gens qui sont malheureux seuls, qui sont isolés de leur famille. Et on tolère qu'ils viennent avec des normes de sécurité très rigoureuses. Alors on va se focaliser sur la relation entre WeFirst et Amundi Private Equity Funds. Comment vous êtes rentré en relation, Stanislas? Eh bien, on regardait un concurrent de WeFirst, et puis on a creusé le marché, et on s'est rendu compte que WeFirst avait une meilleure offre et une meilleure équipe dirigeante. Donc on a appelé Marc, le fit est passé, on s'est bien entendu. Il se trouvait que le groupe Bolloré, qui était un actionnaire important de WeFirst, voulait sortir pour se recentrer sur sa stratégie. Donc on est rentré en contact avec Bolloré, et puis c'est comme ça qu'on a investi dans WeFirst. Et pour vous, Marc, les premiers contacts, comment vous les avez ressentis en approche des financiers? Parce que vous en aviez peut-être déjà dans le capital? Non, on avait le groupe Bolloré qui était un actionnaire franco-français. C'était aussi un souhait. Précédemment, quand on s'est rencontré avec le groupe Bolloré, on voulait faire un leader d'une technologie pionnière et dure, et on voulait que ce soit franco-français avec Vincent Bolloré. Et quand on a décidé de travailler avec un financier, moi je ne connaissais pas, c'est pas non plus dans les habitudes du groupe Bolloré de faire ce genre d'opération. Et on s'est approché d'un groupe franco-français et on a trouvé qu'on avait des valeurs communes, on a trouvé que le projet était le même, c'est-à-dire qu'il y avait une vision très long terme qu'on retrouve dans les deux groupes. Voilà. Donc c'est après quelques échanges que finalement confiance mutuelle et deal qui commence à poindre le nez? Écoutez, en règle générale, entre le moment où on se rend compte pour la première fois et le moment où on fait l'investissement, il se passe 6 mois. Pendant 6 mois, on discute, on négocie. Nous, on essaie de comprendre l'entreprise, on essaie de comprendre le marché, on essaie de comprendre les enjeux. On discute beaucoup avec les équipes dirigeantes. Donc on apprend à se connaître pendant cette phase qui est une phase d'analyse, de séduction mutuelle aussi. Et puis au moment de l'investissement, je pense qu'on se connaît bien. Après, on se parle régulièrement entre un patron d'une entreprise dans laquelle on investit, entre Marc et nous, on se parle toutes les semaines, au moins de façon très informelle. On se parle après plus régulièrement, de façon un peu plus formelle, tous les mois, puisque quand on investit dans une entreprise, on va systématiquement mettre en place un reporting mensuel où on suit les indicateurs clés de performance de l'entreprise sur le mois, et on se voit plus formellement au conseil d'administration tous les trimestres, et bien entendu aux AG. Mais on est en relation permanente, pas quasi quotidienne, mais il n'y a pas une semaine sans qu'on se parle. Et vous, Marc, côté entreprise, justement, l'arrivée d'un financier avec toute sa batterie de chiffres à devoir produire, de reporting, etc. Ça fait peur, bien évidemment, au début, quand vous êtes entrepreneur. Et en fait, on règle ça avec l'intuitu personnel. C'est-à-dire que vous avez besoin, quand vous êtes entrepreneur, de faire rentrer quelqu'un dans votre capital avec qui vous vous entendez, humainement. Tout n'est que humain. On peut avoir les meilleurs chiffres du monde. S'il n'y a pas un fit, s'il n'y a pas une compréhension mutuelle, c'est-à-dire qu'en permanence, moi je me demande ce que veut Stan, et en permanence, Stan se demande ce que je veux. Et c'est comme un couple, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc nous, moi j'étais complètement novice au moment de rentrer dans ce cycle, et j'ai trouvé que c'était incroyablement d'abord structuré, les gens nous avaient pas attendu pour se structurer, et puis incroyablement humain. Et cette dimension humaine est la clé de la réussite d'une entreprise. Le fait d'avoir produit des documents peut-être que vous ne faisiez pas auparavant, ça vous a aussi enrichi sur la nature peut-être des relations avec vos partenaires banquiers, économiques ou autres? Donc vous êtes dans mon cerveau pour poser cette question. Bien sûr que les premières questions, on leur dit mais pourquoi vous voulez ça, mais ça ne va pas, mais on n'a pas le temps. Et puis un peu comme quand on dit à un enfant tu devrais te laver les dents, ça ne donne pas envie au début. Et en fait, il y a un nombre de paramètres qu'on ne suivait pas auparavant et qu'on suit maintenant à chaque étape. Et ça nous permet de nous regarder dans la glace
On avait déjà fait des efforts énormes avec le groupe Côté, qui est le groupe Bolloré. Et là, aujourd'hui, il y en a d'autres paramètres en plus qui se sont rajoutés, qui sont greffés. Donc ce n'est pas une contrainte au final. Non, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une hygiène. C'est une hygiène de travail. Et toi, de ton point de vue, Stanislas, justement? Je pense qu'il faut comprendre la façon dont on fonctionne. Nous, on est des actionnaires actifs, c'est-à-dire qu'on siège au conseil d'administration, on est impliqué dans la vie de l'entreprise, mais on est non ingérant dans la gestion quotidienne. On n'est pas des managers d'entreprise. Manager d'entreprise, c'est Marc. Nous, on est des investisseurs. Donc, on ne rentre pas dans la gestion quotidienne de l'entreprise, mais on aime bien être associé aux grandes décisions clés, que sont le budget, que sont les gros investissements, que sont les recrutements d'hommes clés, ou que sont les fusions et acquisitions. Voilà. Et on essaye aussi d'apporter aux entreprises dans lesquelles on investit de la discipline financière. On essaye aussi d'apporter aux entreprises dans lesquelles on investit les bonnes pratiques ESG des grands groupes, hein, c'est-à-dire liées aux bonnes pratiques environnementales, sociales et gouvernance. Et donc, sur le lien entre la société financière et puis l'entreprise elle-même, c'est aussi fait de développement futur qu'on anticipe. Il y a un petit temps de digestion des premiers mouvements financiers, mais une fois que c'est fait, vous avez d'autres perspectives de développement ou éventuellement il peut être envisagé de remettre une deuxième fois ou sur d'autres opérations des choses? Vous avez des choses en préparation? Alors, notre théorie, c'est qu'on ne s'interdit rien. Donc, on regarde des acquisitions, on les regarde en France, on les regarde à l'étranger. Quand on fait un très gros projet comme Intermarché, par exemple, il faut qu'on mette 15 millions d'euros ou 20 millions d'euros de CAPEX. C'est quand même quelque chose qu'on discute. Il y a finalement deux... pour rebondir sur ce que disait Stan, c'est qu'il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde dit dans le guidon, où vous devez pédaler le plus vite possible. Et il y a des moments, pour être bien sûr qu'on prend la bonne route, il y a un moment où vous prenez de la distance, vous faites une vision satellite. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle notre actionnaire en lui disant « mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a pris la bonne direction avec notre vélo ?» Et c'est comme ça qu'on procède. Quand on rentre au capital de WeFirst, on rentre sur un business plan, c'est un chemin, en général à 5 ans. L'idée du chemin, c'est de doubler la taille de l'entreprise à peu près, tripler la valeur. Et après, il y a un business plan, ça se déroule jamais comme on a prévu. Il y a toujours il peut se dérouler plus rapidement ou plus lentement. Et puis après, il y a des opportunités. Alors par exemple, la crise sanitaire aujourd'hui, elle a fait que la pente était plus rude ou finalement ça n'a pas eu d'incidence? Non, bien sûr que la pente était plus rude. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on est très proche de nos clients. On a un secteur de l'hôtellerie qui a énormément souffert. Et on a fait des propositions aux clients qui souffraient. On leur proposait de la gratuité contre des prolongations de contrat, ce qui a été donc typiquement une décision à prendre avec le conseil d'administration parce que vous donnez de l'argent et vous pariez sur le futur. Donc c'est quand même pas totalement simple comme raisonnement. Il faut avoir confiance en ses clients, il faut les prendre en partenaire. Donc il y a énormément de choses qui ont progressé comme Intermarché, Noroto, Intersport, toutes ces enseignes magnifiques qui nous ont fait confiance. Et puis il y a le secteur, pas que l'hôtelier, il y a effectivement des clubs de sport qui a souffert, sur lequel nous on s'est positionné pour les soutenir sur ce sujet, comme on a pu. À peu près 50% des hôteliers nous ont demandé de l'aide. Et donc vos hypothèses de départ du business plan, globalement, Oui, globalement, le business plan sur lequel on investit pour l'instant est complètement réalisé. On est à 2 ans maintenant, hein, ça va faire bientôt 2 ans à l'octobre, et ça se déroule correctement. Il y a bien entendu des secteurs qui ont progressé plus, d'autres qui ont progressé moins vite, mais globalement, le business plan est délivré. Et par rapport aux outils que vous avez utilisés, puisque ça intéresse aussi nos auditeurs de savoir qu'à aujourd'hui, un fonds qui investit dans une structure, basiquement, tout le monde pense qu'on a investi peut-être qu'en actions, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a sous la forme d'obligations convertibles. Oui, alors on investit en général avec des actions, ce qui est le principal de notre investissement. On est quand même un fonds de capital, hein, mais on peut investir avec des actions de préférence qui ont des droits particuliers, qui peuvent avoir des protections à la baisse. Et on investit aussi souvent avec des obligations qui permettent de structurer l'investissement,
qui permettent aussi de faire en sorte que l'équipe dirigeante soit moins diluée par l'opération, donc et plus incentivée à la performance de l'opération. Et ça permet aussi de recapitaliser plus facilement les entreprises à partir du moment où elles se désendettent. Voilà, donc on structure nos investissements de façon assez complexe. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est… Et de votre point de vue, Marc, c'est pas trop intrusif finalement, ça reste quelque chose sur le plan de l'actionnariat capitalistique, quelque chose de gérable? C'était complexe pour moi au début, puisque moi je suis un spécialiste du Wi-Fi only. Moi je vends du Wi-Fi, je ne vends pas de produits financiers. J'ai pris un peu de temps pour qu'on m'explique. Et effectivement, il y a une raison très solide, c'est-à-dire effectivement les protections à la baisse, les protections à la hausse, comment protéger. Et finalement, on s'aperçoit que en faisant le parcours qu'on a fait, tous les choix qui ont été faits par les banquiers, hein, puisque c'est Amundi qui a choisi, avec l'aide, je pense avec l'aide de la BPI, mais les choix étaient très rationnels, très solides. Et donc avec le recul maintenant, si on doit faire un rapide bilan de cette opération d'il y a presque 2 ans, votre ressenti à ce stade, c'était utile, ça apporte des choses, c'est de la valeur ajoutée, et pareil pour toi Stanislas avec… Alors, nous on est très fiers de travailler avec Amundi et BPI, très fiers. On a des gens humainement incroyables à notre conseil d'administration, ce qu'on recherchait, hein, ce qui était la première préoccupation. Et ensuite, on s'aperçoit qu'on a un vrai soutien quand on a un problème et qu'on appelle. On a du répondant, il y a de la matière, c'est très agréable. Donc la conclusion, c'est, moi je le dirais un peu de manière chauvine, je suis très content d'avoir fait une aventure franco-française et j'espère qu'on va faire un leader mondial du sujet et j'espère qu'on va le faire le plus vite possible donc, dans cette aventure franco-française que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et toi Stanislas? Nous on est ravis. On est ravis. Combien on a investi au final? On a investi avec l'ensemble de nos véhicules une 40aine de millions d'euros. Voilà. On est ravis pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un investissement qui performe bien. Et puis aussi parce qu'on a une excellente relation. On est dans un projet qui est extrêmement intéressant. On travaille quotidiennement avec une équipe dirigeante qui est très intéressante, solide, dynamique, à fin. Et c'est un vrai plaisir que d'accompagner cette entreprise. Au-delà de ça, on voit bien la pertinence aussi des méga-tendances dans lesquelles on se situe là. Oui, on est en plein dans la technologie. Hein. C'est une entreprise qui est tirée à la fois par le besoin, par la technologie, qui est aussi tirée par le fait que les gens ont besoin de communiquer en permanence. Des espèces de changements sociétaux, qu'on se sent mal à l'aise, qu'on ne peut pas communiquer quand on n'a pas de Wi-Fi. Donc c'est vraiment une entreprise qui a des… et puis c'est une entreprise aussi qui a une proposition de valeur qui est très bonne pour les entreprises et pour ses clients, qui est bien supérieure à celle qui est proposée par les autres offres alternatives. Donc on est vraiment dans un bon sujet qui est tiré par des méga-tendances solides et on est très confiant sur l'avenir et sur la capacité de WeFirst à grossir pendant très longtemps. Nous allons maintenant passer aux questions des internautes. Et tout d'abord, un internaute nous demande si les évolutions technologiques et notamment l'apport de l'intelligence artificielle apportent finalement un paramètre supplémentaire de réussite pour WeFirst aujourd'hui. C'est gigantesque, c'est flagrant. Vous devez connaître les flux qui passent pour pouvoir les prioriser, pour faire de la qualité de service, et vous devez pouvoir identifier sur un réseau de plusieurs centaines de milliers de bornes laquelle va mal, pourquoi. L'intelligence artificielle vous permet de faire ça de manière automatique. Un être humain ne peut pas regarder tout seul des centaines de milliers de bornes, donc on est obligé de passer par là et c'est très efficace. Stanislas, un autre internaute nous a demandé combien aujourd'hui finalement dans la méga tendance tu as de lignes en portefeuille et quelles sont globalement les lignes estimées à la fin de cette année et dans les 2-3 ans qui viennent avec les opérations en cours. Alors aujourd'hui on a 4 participations dans le fonds. On a WeFirst, dont on vient de parler, Vivaltovi, qui est un groupe d'EHPAD qui se développe très bien, qui est principalement dans l'ouest de la France et en Espagne. On a Crosscall, qui fait des téléphones incassables, étanches, avec très longue autonomie de batterie. C'est eux qui équipent la gendarmerie, la police nationale, les contrôleurs de la SNCF, mais aussi l'aventurier Mike Horn. On est dans Cogepart, qui est un des leaders de la logistique du dernier kilomètre en France,
qui notamment livrent beaucoup pour Amazon. Voilà. On a un pipeline d'investissement qui est fort. Aujourd'hui, on est dans un groupe de camping très haut de gamme, dans lequel on devrait investir prochainement. On regarde une société dans la logistique du froid. On va faire, je pense cette année, 5 ou 6 investissements supplémentaires. On vise à peu près une vingtaine d'investissements sur notre fonds. Et en moyenne, le ticket moyen que vous investissez? Le ticket moyen, c'est en moyenne 20 millions. On a un ticket mini qui est à 10 millions et un ticket max qui est à 50 millions. Marc, il y a un chef d'entreprise qui nous interroge pour savoir si, en tant que justement entrepreneur, il a plus intérêt à passer par WeFirst ou à faire son installation Wi-Fi interne lui-même. Voilà, la réponse, oui, je la connais. Un Wi-Fi, c'est assez facile à déployer, c'est très très dur à maintenir. Donc poser une borne Wi-Fi, c'est très simple, et puis après capter et que ça marche. Et donc nous, on a d'abord une grande expertise de l'onde. On y revient d'un laboratoire de la physique de l'onde. Donc on a un département de la physique de l'onde que vous ne retrouvez même pas dans un très grand groupe. Même les plus grands groupes français n'ont pas de département de physique de l'onde. Donc premièrement, le déploiement se fait en ultra haute qualité. La maintenance après se fait non seulement avec la qualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec de l'intelligence artificielle qui permet d'optimiser les coûts et donc moins cher et plus efficace. Et enfin, on rajoute des couches, donc comme par exemple que ce soit sur Intermarché ou que ce soit dans l'hôtellerie, pour des services complémentaires qui ne peuvent se faire que parce que le Wi-Fi fonctionne. Alors je fais le lien avec les services complémentaires que vous posez, parce qu'il y a un internaute qui nous demande justement quelles sont ces natures de services complémentaires qu'il peut retrouver par exemple dans un hôtel qui aurait été équipé par WeFirst. Alors par exemple, c'est un détail, mais quand on creuse, on s'aperçoit que c'est très important. Quand on fait une couverture dans un hôtel, on pense même à la zone où il y a la télé. Et pourquoi? Parce qu'à la télé, vous pouvez plugger un Chromecast. Et si vous n'y avez pas pensé, si vous ne l'avez pas exécuté de manière précise, vous ne pouvez pas mettre un Chromecast. Et le Chromecast, ça vous donne quoi? C'est un service qu'on a en plus qui nous permet de prendre l'abonnement que vous voulez sur votre téléphone et le Chromecaster sur votre télé. Et donc c'est un service exceptionnel. Ça veut dire qu'en gros, ce que vous avez chez vous en contenu, vous l'amenez dans votre chambre d'hôtel de manière totalement transparente. Pour l'hôtellerie, quand on a fait nos due diligence avant d'investir, on a parlé à des groupes hôteliers, les plus gros groupes hôteliers européens, et on s'est rendu compte qu'en fait, quand un client n'était pas satisfait du Wi-Fi dans son hôtel, non seulement il ne revenait plus jamais dans l'hôtel, mais en plus, il faisait une très mauvaise note TripAdvisor, et la note TripAdvisor, c'est très important pour l'hôtellerie, ça drive le trafic. Donc c'est pour ça que les groupes hôteliers, en fait, ont tous, pour la plupart, outsourcé leur Wi-Fi vers des spécialistes comme WeFirst. Et vous apportez des valeurs ajoutées du même type pour les autres services, par exemple proposés dans les bases, dans les hôpitaux, dans les centres de grande distribution? Oui, on transporte ce qu'on appelle de l'IP en technologie. L'IP, c'est le protocole le plus générique possible. Donc vous pouvez mettre le flux que vous voulez. Et dans les flux qu'on met, évidemment, il y a la vidéo, mais il y a la voix. Et on a rajouté, par exemple, chez Intermarché, on a rajouté les étiquettes électroniques comme service. Et il y a des économies induites du fait que vous faites un seul déploiement pour tous ces services-là. Et donc, du coup, forcément, les clients sont très contents et peuvent se concentrer sur leur cœur métier, leur sécurité, leur cloud, ce qui est un autre problème qu'ils ont et qu'ils peuvent régler avec leurs compétences internes. Merci Marc. Et Stanislas, maintenant, je te propose de nous faire une synthèse des principaux points à retenir suite à nos échanges. Écoutez, la première chose, ce qu'on a vu avec Marc, c'est que la crise a été un facteur d'accélération de la digitalisation de la société. Le Wi-Fi est très critique et que si vous êtes une entreprise ou des endroits qui reçoivent du public, il faut s'équiper de WeFirst. La deuxième chose, c'est que les mégatendances, la thématique des mégatendances est très pertinente. Les mégatendances ont été très défensives pendant la crise sur notre portefeuille et on en est convaincu, seront un facteur d'accélération de la croissance de nos entreprises en sortie de crise. La troisième chose que je voulais dire, c'est que le private equity est une très bonne classe d'actifs dans laquelle il faut investir. C'est une classe d'actifs performance
et qui permet d'investir dans l'économie réelle, dans des belles PME ETI, notamment comme WeFirst. Et enfin, nos solutions de private equity sont facilement accessibles, à la fois en compte titre directement, ou en UC d'assurance vie, ou alors via le PEA-PME. Eh bien, merci Marc pour ton intervention, merci Stanislas, merci aux internautes qui ont posé leurs questions et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.